On va parler de réalité augmentée dans la formation et dans la maintenance, notamment. Régis, donc au niveau du School Lab, la réalité augmentée, donc on en voit en bas, hein, c'est au niveau du Maintenance Immersive Lab, il y a un certain nombre d'exemples. On en est où très concrètement dans l'application? Est-ce qu'on est encore dans l'expérimentation ou est-ce que c'est une réalité? Alors, ce qu'on voit au School Lab, c'est pas vraiment de la réalité augmentée, Bernard. C'est de la réalité virtuelle. Alors, notamment, il y a la partie ComLab où vous pouvez rentrer dans un sous-marin en réalité virtuelle. Et nous, on a aussi un casque de méditation pour aider les sous-mariniers à couper un petit peu quand ils en ont besoin à bord des sous-marins, ou alors aussi se préparer à l'action avant des opérations complexes. La réalité augmentée, c'est parce que la réalité virtuelle, ça ressemble aux jeux vidéo, mais en 3D dans un casque. Et la réalité augmentée, c'est je vais projeter dans le monde que je suis en train de regarder, je vais projeter des informations dans des casques spécifiques qu'on voit là. Et alors là, on est vraiment en phase expérimentation. On ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais il est nécessaire de regarder quels pourraient être les apports pour la formation et pour les équipages. Alors, donc Emmanuel nous a rejoint, il était dans un monde parallèle, vous l'avez compris. Bonjour, merci à toutes et à tous pour votre patience. Et donc, effectivement, en réalité augmentée maintenant, c'est état des lieux. Donc, Shift 89, donc, Emmanuel Bricard est cofondateur et CEO de Shift 89, qui est présent sur le 2MF. Aujourd'hui, donc, l'état des lieux, c'est quoi? Je vous en prie, Emmanuel. Alors, Merci. Bon, pour faire simple, on répond à deux urgences générationnelles. Garder les savoir-faire des anciens avant qu'ils partent, alors que ce soit des départs à la retraite ou que ce soit des départs dans le cadre d'un plan de mutation. Et le deuxième enjeu, derrière ça, c'est former les jeunes de manière efficace et attractive. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les métiers manuels, on a vraiment des gros besoins d'attractivité. Et quand on arrive à faire venir des jeunes sur un site industriel, on va parfois avoir du mal à les garder, parce qu'il leur faut des outils qui soient adaptés à leur mode, notamment de consommation de l'information, à leur mode d'apprentissage. Et pour répondre à ça, nous, on utilise de la réalité augmentée, alors des casques comme ça, et donc c'est intéressant ce que disait Régis juste avant, parce qu'on a commencé à vendre fin 2023. L'année dernière, on a eu nos premiers clients, notamment des industriels, et là, je peux vous parler de vrais rétex et de vrais chiffres qu'on a, notamment de Valeo, sur les bénéfices chez eux, sur l'impact de la solution. Donc comment ça se passe? L'expert met le casque sur la tête, il est devant un poste de travail, et sans 3D, sans connexion, juste avec son savoir-faire, il est devant un équipement, il va créer un tutoriel, comme des tutos vidéo sur YouTube, sauf qu'il va le créer avec le casque, sans montage. C'est une solution pour technophobes. Et derrière, il va enrichir ça d'éléments de réalité augmentée pour que la personne qui mette le casque sache à chaque étape où est-ce que ça se passe. Donc il va y avoir des petites flèches pour le guider. Donc ceux qui ont testé, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui se baladaient avec des casques, c'est parce qu'ils étaient guidés par le système. Et à chaque étape, ça va dire à l'apprenant, tu vas là. Donc il va avoir des flèches, il y va. Et là, il va voir la vidéo qu'a filmé l'expert de ses mains et qui explique ce qu'il est en train de faire à cette étape-là, pour que la personne elle sache où elle doit aller et ensuite elle sache exactement ce qu'elle doit faire là où elle est. Et la personne pratique à son rythme en autonomie. Donc voilà un peu comment ça marche dans les grandes lignes. Et notre fierté, c'est que c'est une solution qui marche pour les technophobes, y compris des gens qui détestent les ordis, qui ne savent pas les utiliser. Bah, ils peuvent quand même créer des tutoriels, très vite, simplement. Et parce qu'en fait, pour appuyer sur les boutons, il faut les traverser l'index. Donc pour créer une formation, il faut traverser le bouton, créer une formation. Je veux dire, le truc, il parle français, tout le monde comprend. Il parle aussi anglais, allemand et d'autres langues, mais voilà. Et donc les feedbacks que je peux vous donner. Alors la solution est super simple. Alors simple, moi qui étais chez Bosch pendant des années, j'achetais des solutions informatiques. Jamais quelqu'un est venu me dire ma solution est compliquée, je vais vous la vendre. Donc simple, ça dépend du référentiel. Nous, on bossait dans des usines qui fabriquaient des chaudières. Il y avait des gens qui ne savaient pas lire, il y a des gens qui ne voulaient pas lire. Il faut que ce soit simple pour eux. Donc c'est ça notre exigence en termes de simplicité. Donc c'est hors connexion, parce qu'on sait très bien que les industriels, ils veulent pas de Wi-Fi, ils veulent pas de connexion sur les chaînes de prod ou dans un atelier de défense. Le déploiement, ça se fait réellement en 1 heure de préparation de la formation et ensuite 1 journée de formation. Et pendant la formation, on va apprendre aux gens comment ça marche, quelles sont les bonnes pratiques, et tout l'après-midi, ils vont faire des vrais tutoriels sur leurs équipements et on vérifie qu'ils appliquent les bonnes pratiques. Donc c'est concret. Il y a une très forte acceptabilité parce que ça marche avec les lunettes, vous n'êtes pas enfermé. Contrairement à la réalité virtuelle, en fait, là, on affiche le moins de choses possible pour que la personne travaille dans le monde réel. Donc, il faut juste lui afficher où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, et c'est tout. Et après, elle travaille avec ses EPI, avec ses mains, sur des équipements, du matériel.
Et ça peut servir pour la maintenance d'un char, pour faire tourner une usine. On bosse avec Vitrol chez Panzani, ils fabriquent de la semoule. Enfin, ça marche dans tout un tas de domaines tant qu'il y a un humain qui travaille avec ses mains. Et puis c'est mains libres, c'est pour ça que on utilise de la réalité augmentée, c'est pas qu'une question d'être geek, c'est que les gens ils ont besoin de leurs mains pour travailler. Donc quand ils bossent avec des outils, s'ils prennent une tablette, qu'ils la posent, qu'ils la prennent, qu'ils la posent, qu'ils la prennent, qu'ils la posent, etc., c'est vite désagréable, c'est une perte de temps. Là, l'écran, ils l'ont avec eux, tout le temps. C'est efficace, donc les feedbacks de Valeo, c'est qu'ils forment 2 fois plus vite. Ils forment à 100% sur les tâches que les gens connaissent pas, avant de tester, avant d'utiliser le casque. Et enfin, ils avaient des formateurs qui étaient en burn-out, parce qu'ils formaient des intérimaires qui restaient pas. Donc c'est dur de former des gens qui partent tout le temps. Et là, depuis cet été, ils n'ont pas un départ d'intérimaire, et ils ont des volontaires pour être formateurs. ROI en 2 mois. Donc vous ne me croirez pas forcément, c'est pas grave. mais voilà. Ce qui est cool, c'est que j'ai des vrais feedbacks à partager, et la solution, vous pouvez la tester là-bas. Et le tuto que j'ai fait, il m'a pris 7 minutes à créer. Donc voilà un peu vite fait des résultats concrets. Point de vigilance, et puis là on va un peu venir justement sur ce que disait Régis, c'est que faut tester, parce que typiquement dans la navalisation, pour l'instant on a eu la notification du marché public avec la marine lundi, donc on est super heureux, c'est la 3e armée qu'on signe, c'est une fierté. En plus ils vont bénéficier de toute l'expérience qu'on a eue depuis 1 an avec l'armée de terre et avec l'armée de l'air. Mais il y a certainement des choses qu'on ne sait pas, il y a certainement des choses à adapter sur la solution. Donc on est super heureux, humble, on est là pour apprendre, et puis on est là pour être à le service, que l'outil s'améliore si c'est nécessaire, et qu'il s'enrichisse, et ce sera certainement nécessaire, sur des fonctionnalités qui leur seront peut-être propres, on ne sait pas. Donc on va apprendre ensemble. Dans les points de vigilance, c'est que c'est les gens qui ont le savoir-faire qui créent le tutoriel. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément formateurs, ou parfois ils le sont, mais ça veut dire qu'il faut quand même, c'est un projet, il faut que les gens passent du temps pour créer des tutoriels. Ensuite, ça va les libérer, parce qu'ils ont plus à côté de l'apprenant, mais il faut quand même faire ce temps-là et le faire bien. C'est une solution qui est super attractive. Souvent, il y a un effet waouh. Depuis hier, on entend c'est génial, waouh, c'est incroyable, machin. Mais ça reste un projet. C'est-à-dire, si les gens ne sont pas affectés à ça, s'il n'y a pas un chef de projet qui chef, et s'il n'y a pas des objectifs et des ressources et un planning, il ne va rien se passer. Non, mais ça paraît trivial de le dire, mais quand on vient de l'industrie, mais comme le truc est super attractif, il y en a qui s'imaginent que ça va se faire tout seul parce que c'est super cool. Mais en fait, non, c'est un projet quand même. Si les gens ils n'ont pas de temps sur un truc, ils y passent pas de temps. Et dans les points ouverts, aujourd'hui, il y a une question, enfin beaucoup de questions sur les apports de l'IA qui vont permettre d'amplifier encore la solution dans différents cas d'usage. Nous, évidemment, on fait ça hors connexion, parce que pour des raisons de sécurité évidentes, que ce soit nos clients industriels ou défense. Donc on travaille là-dessus. Notamment, par exemple, au premier trimestre 2026, on va lancer le fait de créer un tuto dans une langue, et avec un gros PC puissant, hors connexion, on va traduire le tuto pour le jouer dans une autre langue. Voilà, des trucs très concrets comme ça, c'est de l'IA qui tourne derrière, mais c'est pas du blabla, quoi, c'est concret. L'idée, c'est que ce soit utile. Donc, spécificité de la navalisation, on va voir ce qu'on va apprendre ensemble, et donc on a hâte, Régis, de travailler ensemble. En tout cas, nous, de notre côté, on est heureux d'y aller. Et puis, le matériel, celui-là, est en fin de vie. Il est maintenu jusqu'à fin 2027, mais il ne se fabrique plus. Donc, aussi génial soit-il, on va arriver sur des nouvelles générations qui seront forcément un peu différents, qui vont être plus puissants, qui vont apporter d'autres choses, mais qui auront peut-être des limites aussi. Donc, on va découvrir tout ça ensemble, l'impact qu'il y aura sur les usages. Parce que c'est un monde qui est très récent. Derrière ces machins-là, la grande question, c'est pour ça que vous avez tous entendu parler des lunettes de Meta, par exemple. La seule question pour tous ces constructeurs-là, c'est qui va être le premier à remplacer tous nos écrans, avec un truc qu'on portera en permanence sur soi. Donc, ça, c'est 40 milliards de R&D. Meta a investi des fortunes là-dedans aussi. Apple a lancé son casque, c'est un bid pour l'instant, mais ils vont en faire d'autres, ils ont les moyens de se retourner, ils ont investi 50 milliards, donc il y a d'énormes moyens en jeu, ça accélère, il y a beaucoup d'acteurs et plein de Chinois qui n'ont encore pas montré des choses, mais ça arrive en masse. Donc voilà, tout ça va être un marché qui va exploser et qui va être super intéressant à suivre. Merci beaucoup. Merci de ces précisions. Alors, Régis, sur les points de vigilance soulignés par Emmanuel. Oui, alors, c'est un projet. Ce qui est important quand on arrive avec une solution comme ça, avec un effet waouh, c'est déjà de voir l'histoire et la génétique des personnels qui vont utiliser ça. Le sous-marinier ou le marin en général, depuis très 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 longtemps, il a un petit carnet avec un stylo dans son bleu, parce que ça c'est quelque chose de facile à emporter. On peut prendre des notes. Si c'est mouillé, on peut le faire sécher et puis relire ses notes. Moi, j'en ai des cartons pleins de ma carrière de marin. Et donc c'est l'accompagnement qui est extrêmement important. Et ça demande de vraies ressources RH.
parce que il va falloir créer du tutoriel, mais c'est pas le marin qui est en phase de maintenance qui aura le temps de le faire. Il va falloir des accompagnements pédagogiques. Il va falloir que la solution, elle soit acceptée par les équipages. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Les apports, c'est que quand aujourd'hui on a un marin qui sort du pôle école Méditerranée ou de chez nous et qui doit apprendre une disposition d'installation, effectivement, ça peut nous faire gagner de la RH si, grâce au casque, ça monopolise pas un ancien pour lui montrer comment on dispose un circuit, par exemple. Par contre, les points aussi de vigilance, c'est quid de la mise à jour de la documentation ou du changement de la fiche opérateur. C'est quand même un outil qu'il faut rentrer dans une gestion de mise à jour, de sorte à ce que ce tutoriel-là, le tutoriel qui sera utilisé par l'équipage, soit le bon et pas celui d'il y a 5 ans et qui va amener l'équipage à faire une bêtise. Et je finirai là-dessus. Nos bateaux sont de plus en plus modernes, de plus en plus robustes. On a des gestes qui deviennent extrêmement rares. Certaines procédures qu'on fait que tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Ça, c'est super parce que du coup, on n'a pas forcément le sachant à bord, à condition que la procédure elle soit à jour dedans. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance et donc ça va nécessiter de la RH et de la prise en compte dans la gestion de la documentation et des mises à jour. La dimension de gestion de projet qu'évoquait Emmanuel sur la technologie, aujourd'hui, c'est vrai que, alors on parlait de réalité virtuelle, là, de réalité augmentée. Quelles pistes technologiques vous voyez, quelles avancées demain vous voyez intégrer le domaine de la maintenance? Parce que ça, ces lunettes, peut-être que demain, effectivement, elles seront beaucoup plus légères. C'est ça. Alors, il faut qu'elles soient plus légères. Suivant les moments où on va les utiliser, il faut qu'elles fassent aussi, qu'elles deviennent des EPI aussi, parce que s'il y a des projections, je sais pas, de liquide ou des choses comme ça, il faut quand même que ça puisse protéger les yeux. Donc, on est vraiment dans une phase exploratoire. Est-ce que ce sera plus utilisé dans la formation? Est-ce qu'on va arriver à faire un continuum formation, emploi à bord? Là, on est vraiment au début du projet. Il y a la vigilance du device parce que là, on est dépendant de gros GAFAM en fait. Si demain, ils décident d'arrêter totalement la fabrication de ce genre de casque, on n'aura pas, nous, les moyens de fabriquer des casques aussi performants que des grands noms comme Google ou Apple ou autres. Donc, on n'y est pas encore, mais il faut absolument pas fermer la porte parce que ce serait dommage de passer à côté, quoi. Emmanuel, justement, ce continuum dont parlait Régis. Alors moi, dans les casques, alors je suis sous NDA avec 3 constructeurs, donc je peux pas parler de choses dont je peux pas parler. Mais on a quitté Bosch avec de bonnes certitudes sur les casques qui allaient arriver. Et au-delà de ça, je crois beaucoup à la logique. Ça va dans la logique des choses, c'est-à-dire que encore une fois, le fait de se dire qu'est-ce qui remplacera tous nos écrans. Que ça soit un implant un jour ou des lentilles de contact connectées avec écran ou que ça soit des lunettes connectées ou des casques. Évidemment, les casques vont pas durer longtemps parce que c'est gros et lourd et encombrant. Donc c'est sûr que celui-là, il pèse un peu plus de 500 grammes. Donc on peut pas l'utiliser. On conseille de pas l'utiliser plus d'1 heure, par exemple, parce qu'il y a une fatigue oculaire et l'idée c'est que on a un casque sur la tête, ça peut être encombrant. Donc il y a des limites aujourd'hui dans le matériel. Mais la miniaturisation est tellement rapide que on est beaucoup, en tout cas, à être convaincu d'ici 10 ans, il y aura des choses qu'on portera en permanence et que ça va remplacer non seulement notre télé, mais notre écran d'ordinateur, mais notre écran de smartphone, etc. Après, peut-être qu'on a tort. Vu tous les prototypes qu'on voit passer et qu'on teste, voilà, on peut dire qu'il y a des choses qui arrivent et que c'est plutôt le format lunette qui est en train de s'imposer dans les 2 ans, d'où les efforts de Meta, mais aussi plein d'autres. J'ai 2 protos avec moi là-bas dans mon sac si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a du matériel. Après, effectivement, la dépendance au GAFAM est un problème dans l'absolu. On le voit dans toutes les tensions géopolitiques qui font que des certitudes d'hier peuvent être balayées aujourd'hui. Donc c'est un vrai enjeu. Avantage, c'est que la techno coûte de moins en moins cher. Donc je peux faire un peu le parallèle avec les drones. Les drones, tout le monde a besoin de moteurs. Aujourd'hui, le sourcing se fait surtout en Asie. Mais ça devient des choses qui, techniquement, sont de plus en plus accessibles, communes, entre guillemets. Donc ça veut dire que demain, on pourrait être capable, si c'était nécessaire, dans une économie de guerre, de les rapatrier, de les faire chez nous. Déjà, les drones s'impriment chez nous. Il y a plein de Percy et d'autres sociétés font des drones, Delair font des drones, il y en a plein qu'on a développés. Donc je pense que ces technos-là vont devenir une commodité. Après, il faut avoir la volonté politique de le faire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. C'était passionnant. Réalité augmentée et maintenance. Ben voilà, c'est l'avenir et l'avenir est au 2M.